Donc, par définition, la donation est un contrat. Par définition, la donation est un contrat par lequel une personne donne un bien ou plusieurs biens à une autre personne qui accepte de les recevoir. Vous entendez un petit peu? Encore. Donc, je disais, par définition, la donation, c'est un contrat par lequel une personne donne de son vivant la totalité ou une partie de ses biens à une autre personne qui accepte de les recevoir. Au Maroc, il y a deux types de définitions. Il y a deux types de donations, pardon. Il y a la donation aumônière, qu'on appelle sadaqa en arabe, et il y a la donation pure et simple, qu'on appelle hiba. Pour la donation aumônière, elle est faite pour plaire et se rapprocher du Dieu. Il a une finalité purement juridique et un caractère irrévocable dans la mesure où le donateur ne peut jamais revenir sur sa décision. Alors que pour la donation pure et simple, elle est faite pour gratifier la personne à qui il profite et elle est révocable sous certaines conditions qu'on va voir par la suite. Sur quoi elle peut porter cette donation? La donation, elle peut porter soit sur la totalité de la propriété, comme elle peut porter sur l'usufruit ou la nue-propriété. Ainsi, si la donation porte sur la pleine propriété, elle permet aux bénéficiaires, qu'on appelle donataires, de recevoir la totalité du bien. La donation de la nue-propriété permet au donateur de garder l'usage de son bien, soit pour y vivre ou louer, afin d'en percevoir des revenus. Cela permettra de transmettre son patrimoine de son vivant sans pour autant s'en priver. De l'autre côté, le bénéficiaire reçoit la nue-propriété, c'est-à-dire juste les murs, et devient propriétaire conjointement avec l'usufruitier. Et au décès de ce dernier, le nue-propriétaire, il recevra la totalité de la propriété. Inversement de la donation, la donation, elle peut porter aussi sur l'usufruit. Dans ce cas, le donateur, elle préserve la propriété des murs et donne au donataire l'usage et le bénéfice des fruits jusqu'au décès de ce dernier. Pour faire une donation, il faut la réunion de certaines conditions qu'on va voir par la suite. D'abord, le donateur, il doit être majeur, c'est-à-dire âgé au moins de 18 ans révolus. Il doit être capable de donner. Il ne doit pas être frappé d'une interdiction ou une limitation de sa capacité juridique. De ce fait, une donation faite par un mineur n'est pas valable, même en présence de son tuteur légal. Au contraire, un incapable peut recevoir une donation, et ce, avec représentation de son tuteur légal ou datif. Plus encore, un donataire dont la capacité est juste limitée peut accepter une donation. Le donateur, il doit être propriétaire du bien donné. C'est-à-dire, au moment de l'établissement de l'acte, il doit être propriétaire. Il ne peut pas donner un bien appartenant, par exemple, à autrui. Le donateur ne doit pas être surendetté. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être en difficulté financière ou en cessation de paiement. Quand est-ce qu'on peut révoquer une donation? Cela revient au type de la donation. S'il s'agit d'une donation aumônière, la loi elle est claire, on peut pas, il est irrévocable. Le bien donné, il quitte définitivement le patrimoine du donateur. Ce dernier ne peut le récupérer sauf par succession. S'il s'agit d'une donation pure et simple, le donateur peut récupérer son bien dans deux cas prévus par la loi. Lorsque la donation elle est faite par le père ou la mère au profit d'un fils qu'il soit majeur ou mineur. Lorsque le donateur devient incapable de répondre financièrement à ses besoins ainsi que ceux des personnes qui sont à sa charge. Le donateur peut aussi, au moment de l'établissement de l'acte, exiger le droit de récupérer son bien sous certaines conditions qui ne doivent pas être interdites par la loi.
Cette faculté doit être mentionnée au sein de l'acte et acceptée par le donateur. Il y a quelques questions qu'on trouve couramment dans nos études au Maroc et que je vais répondre sommairement. La question suivante, c'est « Pourrais-je faire une donation de mes biens futurs ?» Parmi les conditions de validité d'une donation, c'est qu'il doit porter sur les biens appartenant au donateur. De ce fait, faire une donation sur des biens futurs ou appartenant à autrui est interdit au Maroc. De même, pour la promesse de donation, on ne peut pas faire une promesse de donation. Une autre question qu'on rencontre toujours, c'est pour une Marocaine qui veut faire une donation au profit de son fils ou bien sa fille et qui sont mineurs. Elle se demande toujours comment je peux garder le contrôle des biens donnés. Effectivement, une mère, elle peut faire une donation en faveur de son enfant mineur et afin de préserver ce bien contre toute perte et le mettre en valeur, la maman peut imposer la condition lors de la donation d'être le représentant légal quant à la gestion, l'administration et la mise en valeur du bien donné. Ça, elle est régie par l'article 239 du Code de la famille et pas par le Code des droits réels sur la donation. Une autre question qui se pose, pourrais-je faire une donation à un non-musulman? Oui, rien ne l'interdit au Maroc qu'une donation soit faite au profit d'un non-musulman. Elle est même recommandée parfois, surtout en cas de mariage mixte. En effet, en droit marocain, la successibilité entre un musulman et un non-musulman, elle est interdite même en cas d'existence de liens de parenté ou de mariage. Et ce, en ce qui concerne les biens existants au Maroc, c'est pourquoi il est à conseiller de faire une donation de son vivant au profit du conjoint non musulman et inversement. On passe maintenant au contenu de l'acte de la donation. L'acte de donation, d'abord, il doit être authentique, c'est-à-dire établi devant notaire. Cette obligation, c'est une obligation qu'on ne peut pas déroger parce qu'elle est frappée de nullité. Le type de la donation, il doit être précisé, soit une donation aumônière ou bien une donation pure et simple. En cas de donation pure et simple, il faut préciser que le donateur peut récupérer son bien. Les conditions que le donateur accepte, bien sûr, il faut préciser même le genre de conditions et il faut que le donateur accepte et qu'il ne peut contester ultérieurement. Il faut ensuite évaluer le bien pour les besoins de la liquidation des droits d'enregistrement et d'inscription sur les livres fonciers. Pour les formalités, comme tout acte authentique, il doit être enregistré et pour la donation, il doit être inscrit au livre foncier. On doit faire une déclaration de l'impôt sur le revenu et produire le quitus fiscal, c'est-à-dire l'attestation de recouvrement fiscal. Pour conclure, ce qu'il faut retenir de cette donation, c'est avant de la faire, il faut s'interroger pourquoi on veut faire une donation, quel type de donation et quelles sont les conséquences de ce choix. Et pour y répondre, d'abord, il faut faire appel à un notaire pour éclaircir un petit peu selon votre cas. Merci. Alors, avant de passer la parole à Maître Tarad, je voudrais m'arrêter sur quelques notions qu'a expliqué Maître Idrissi. La donation avant n'était pas réglementée au Maroc. Il était réglementé par le rite malikite. Et du coup, c'est la première fois qu'on réglemente, à partir de 2011, qu'on réglemente la donation. C'est pourquoi vous pouvez constater vous-même certaines dispositions que vous ne pouvez pas concevoir comme ça. Donation au profit pour plaire à Dieu, donation pure et simple. Ça existe, c'est le seul contrat où le notaire demande aux parties qu'est-ce que vous voulez pour faire, quel est votre objectif précis. Est-ce que vous voulez gratifier cette personne qui vous a rendu service, qui vous a fait une faveur, ou bien vous voulez la faire pour plaire à Dieu, pour de considérations purement religieuses. Donc c'est la première. Deuxième point
sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est la notion du surendettement qu'a expliqué Maître Idrissi. Ce n'est pas la même notion que vous avez ici en France. D'ailleurs, on ne peut pas savoir si la personne qui est devant nous est surendettée ou pas. Ça peut arriver par la suite. Je donne un exemple. J'ai un bien, je vais le donner à quelqu'un. Sauf que j'ai beaucoup de créanciers et je n'ai pas payé mes dettes. Alors les créanciers vont intenter une action oblique, une action indirecte, pour annuler la donation, parce que là, vous l'avez faite au détriment de leurs intérêts. Le troisième point, elle a fait référence à l'article 239 du Code de la famille. D'ailleurs, la donation, elle est réglementée dans le Code de droit réel. Ça n'a rien à voir avec la partie famille. C'est un acte entre vifs qui passe tout de suite. On ne va pas attendre, comme en France avait expliqué par mon confrère. Et les signes enregistrés, inscrits à la conservation foncière. C'est définitif. Alors, l'article 239, pourquoi cet article a été édité? Pour la simple raison. Nous avons une femme aisée, qui a épousé un homme qui n'est pas aisé. Et du coup, ils se sont divorcés. La femme veut donner un bien à son fils, sauf qu'il a peur que le mari, tuteur légal, va vendre le bien à son insu. Le législateur a trouvé cette solution pour dire, voilà, vous pouvez, dans ce cas, un cas spécial dans la règle de tutelle, vous pouvez donner, mais vous pouvez mettre une condition dans votre acte. Tout ce qui concerne la gestion, l'administration de ce bien, c'est ma fonction, ce n'est pas la vôtre. Voilà, je passe la parole à Maître Tarad pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau de la France. Oui, alors je vais vous parler des ressemblances et des différences, finalement, puisqu'on va rebondir sur ce que vous avez décrit. Des ressemblances, il y en a. On peut donner l'usufruit ou la nue-propriété, plutôt la nue-propriété, tout peut se faire. Une autre ressemblance sur la forme, une donation, elle est toujours faite devant notaire, sauf un cas particulier, quand on donne une somme d'argent, ça peut prendre la forme d'un don manuel sans notaire. Ça, ce sont les ressemblances. Mais les différences, elles arrivent très vite. Première différence, alors, ça pourrait ressembler à une ressemblance, il y a deux types de donations, sauf que ce n'est pas du tout le même découpage. Les deux types de donations, c'est la donation simple, on l'appelle comme ça aussi, et la donation partage. Mais ce n'est pas du tout la même ligne de partage, puisqu'on se réfère en France à une question, qui est la question de la réserve héréditaire. Pour nous, dans notre système juridique, c'est vraiment ce qui est la clé de lecture de la question donation. Et pourquoi? Vous allez voir qu'on est très différents. C'est parce que la donation, elle se perçoit comme une étape avant la succession. Succession, donation, c'est en fait le même bloc. Quand je donne, c'est en avance sur la succession. Pourquoi? Tout simplement parce que, je vais faire court, certains ici savent que j'aime l'histoire, mais je vais faire très très court. Au moment de la Révolution française, on a dit tout le monde est égal. Donc on a supprimé les privilèges. On partait d'un moment où il valait mieux être l'aîné des fils parce qu'on recevait tout, et puis les autres ne recevaient rien. Je caricature. Mais l'idée des législateurs depuis, c'est d'éviter ça. C'est d'empêcher le futur défunt de distribuer tous ses biens à son choix pour que finalement il ne reste rien à ceux que l'on veut protéger. C'est cette idée de réserve héréditaire. Je ne peux pas disposer de mes biens sans priver mes enfants d'un minimum. Alors je ne vais pas vous embêter avec les proportions, mais il y a un certain nombre un minimum qu'on appelle la réserve qu'on doit laisser à ses enfants. Et les comptes, on les fait à la fin. On les fait au moment de la succession. C'est pour ça que ça fait un tout. On fait le bilan des donations qu'on a faites de son vivant, et si on a trop donné ailleurs ou trop donné à l'un des enfants, eh bien ce qui a été donné en trop doit être rapporté à la succession. Et c'est là qu'on va distinguer deux types de donations, les donations simples et les donations partage. Les donations simples sont les donations qui sont faites ponctuellement à telle ou telle personne, et quand on va rapporter, là aussi je vais essayer de faire simple, mais quand on va rapporter le bien qui a été donné, on va rapporter la valeur du bien au moment du décès.
Alors que dans la donation-partage, comme en principe on a donné à chacun de ses enfants, à chacun de ses héritiers, on dit on ne va pas refaire les calculs. Au moment de la donation-partage, il y avait égalité, donc on ne va pas rapporter la plus-value du bien qui a été donné. C'est ça, donc ça n'a rien à voir en fait avec votre distinction. Autre grande différence, quand vous avez compris cette logique qui est pendant toute ma vie, tout ce que j'ai donné va être compté à la fin, évidemment, on n'a pas du tout le même rapport à la révocabilité des donations. Une donation, en droit français, elle est fondamentalement irrévocable. On ne peut pas révoquer une donation, sauf des cas particuliers, c'est-à-dire quand on a mis dans la donation une condition particulière, une charge. Si je fais la donation à mes enfants à condition qu'ils fassent quelque chose qu'ils ne font pas, je peux révoquer la donation, mais pas parce que j'ai changé d'avis. C'est parce qu'ils n'ont pas rempli la condition qui était prévue dans la donation. Et très important, cette irrévocabilité, désormais, elle concerne aussi les donations qu'on se fait entre époux. On va retrouver ici la préoccupation que vous évoquiez il y a un instant. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour comparer? Je crois que j'ai dit ce que je voulais dire, sauf que il y a une chose que vous avez évoquée aussi, et qu'il faut, je crois, évoquer parce que ça crée presque une mécompréhension entre nous quand on a préparé la séance, c'est l'expression donation entre époux. La donation entre époux, quand on dit ça chez les notaires français, on ne parle pas de la donation qui est consentie entre deux époux, donation de biens présents. Si je donne tout de suite quelque chose à mon épouse, ou si elle me donne quelque chose, cette donation-là, on l'a dit, elle est irrévocable. La donation entre époux dont on parle entre juristes français, c'est une donation de biens futurs, qui n'est pas possible chez vous, qui est très possible chez nous. En réalité, la donation entre époux, c'est une alternative au testament. Ça prend la forme d'une donation, ça prend la forme d'un acte notarié, mais c'est une disposition à cause de mort, vous avez entendu l'expression tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un souhait qui ne s'appliquera qu'au moment du décès. Et j'écris dans ma donation entre époux que je veux que mon épouse hérite de moi dans un certain nombre de modalités. Je vais peut-être m'arrêter là, ce sera peut-être la place pour les questions. Il se trouve que l'époux a plus de droits que quelqu'un d'autre par rapport à la réserve héréditaire. Il peut prendre un peu, il peut entamer un petit peu la part des enfants, essentiellement d'ailleurs en usufruit. Voilà pour la comparaison. Merci Maître Tarad. Alors, Maître Edrissi vous a parlé des aménagements possibles. Je parle de donation en droit marocain, des aménagements possibles. Maintenant, je prends l'exemple d'un couple mixte. L'exemple tout à l'heure, une épouse non musulmane et un époux marocain musulman. En matière de succession, il n'y a pas lieu que l'un hérite de l'autre selon le droit marocain. Mais ce qu'ils font, c'est la donation. Ce sont des donations entre les deux. C'est possible de faire donation. C'est possible aussi pour l'époux de donner la nue propriété et garder les usufruits. Ce n'est pas comme en France, ça va être rapporté par la suite à la succession. C'est un acte définitif et qui prend effet dès sa signature et dès son inscription à la conservation foncière. L'autre moyen, c'est le legs. Règle générale, le legs ne peut être fait pour un héritier, c'est la règle générale, ne peut être fait pour une portion qui dépasse le 1/3. Sauf qu'on peut donner à un héritier, avec l'accord de tous les héritiers, donner en-dessus de 1/3 avec l'accord de tous les héritiers. Donc, testament, c'est possible, donation, c'est possible. Donc, on passe aux questions. On va prendre quelques questions. Bien sûr, j'invite tous les intervenants à répondre brièvement à leurs questions. On lance... oui, monsieur? Merci d'abord pour cet exposé très clair, mais je voudrais juste m'assurer d'avoir bien compris dans le cadre des successions. Vous avez à chaque fois donné des exemples précis. Par exemple, vous avez dit un binational marocain musulman
marié avec une non-musulmane française. Dans le cadre des successions, et vous avez cité le cas où il décède en France, le musulman marocain, et le cas où il décède au Maroc. Est-ce que j'ai bien compris que dans le cas où il décède en France, la loi applicable est la loi française, mais s'il décède au Maroc, c'est un peu plus complexe, il y a la fameuse loi applicable. Quelle est la différence du lieu du décès? Alors, le binational, il réside en France. Alors, notre point de départ, c'est le règlement européen. Parce qu'il est résident en France et décédé en France. Par la force des choses, c'est un notaire français qui va s'occuper de l'affaire. Donc, le notaire français va appliquer le règlement européen sur les successions. S'il n'a pas choisi de loi marocaine, il va lui appliquer la loi française. Là où il y a la différence, s'il a des biens en France, ça va, c'est réglé, ça ne pose pas de problème. Mais le problème, s'il a des biens au Maroc, bien sûr, ça doit être exécuté, ça doit être réparti entre les héritiers s'il est à la conservation foncière ou à la banque. Donc cet acte doit être produit par les héritiers, ils vont aller au tribunal du lieu de l'immeuble, ils vont le déposer pour être exécuté, une autorisation de président du tribunal pour l'exécuter. Sauf que le président, là, il a un pouvoir, il représente l'État. Il va voir est-ce que les règles qui ont été édictées et qui ont été contresignées dans l'acte notarié respectent l'ordre juridique marocain. Il va constater que, alors, celui-là marocain, c'est notre marocain là. On va lui appliquer la loi marocaine. C'est là où il y a le problème, c'est qu'il va refuser d'appliquer la loi française, il va lui appliquer la loi marocaine. Donc il y en aura un conflit entre les deux. La solution, bon, je dis pas la solution, c'est la recommandation dans ce cas, c'est d'anticiper et voir avant le décès, de prévoir soit le professeur juriste pour l'application de la loi marocaine directement, ça ne va pas poser de problème, soit il va faire des donations, testaments, pour aménager la succession entre ses descendants. Voilà. C'est l'application dans le marocain. Bonjour. Moi, ma question, c'est dans le cas d'une disparition, est-ce que les ayants droit peuvent disposer des biens de la personne disparue? Elle n'est pas décédée. Est-ce qu'il y a un délai minimum ou maximum pour déclarer la disparition définitive et disposer des biens pour les enfants surtout? Est-ce qu'ils peuvent disposer, vendre ou acheter les biens de quelqu'un qui est disparu, mais non décédé? Alors, je voudrais juste voir s'il y a Maître Ibrahimi qui est là. Sinon, il doit y avoir un jugement d'absence. Et voir si l'absence a eu lieu dans des conditions normales ou dans des conditions de guerre. Et le délai diffère des conditions normales. Dans le rythme maliki, c'est 80 ans. Ils vont calculer date de naissance, la date 80 ans, presque 80 ans, disons 80 ans. Oui. Oui, il y a une procédure d'absence. C'est une procédure spéciale au niveau du tribunal. Donc, dans des conditions qui ne sont pas normales de guerre, il y a une procédure spéciale de recherche. Et à ce moment-là, on désigne un curateur. Ça, c'est côté marocain. Voilà. Bonjour. Moi, j'ai une question aussi, tant qu'on est dans ce système de succession. Une personne donc binationale qui est décédée au Maroc, qui a donc des héritiers, qui avait des biens. Vous m'entendez? Ok. Donc, une personne qui est binationale, qui est décédée au Maroc, qui a donc des héritiers, une partie vit au Maroc, une partie vit en France. Il avait des biens à la fois au Maroc et en France. Comment ça se passe au niveau fiscal? C'est la loi marocaine qui s'applique donc en France aussi pour ses biens en France. Mais niveau fiscalité, comment ça se passe? Je garde votre question au frigo un peu. Oui. Deuxième partie, ça va répondre à votre question sur le régime fiscal de succession. D'accord. Bonjour. J'avais une question, si j'ai bien compris la procédure lorsqu'un acte notarié a été conclu en France et qu'il doit avoir une force exécutoire au Maroc, on passe systématiquement, si j'ai bien compris, par la procédure d'exéquatur avec, du coup, vous en parliez, l'importance du rôle du juge marocain sur
sa façon de voir le droit français applicable. Sauf erreur de ma part, est-ce qu'il n'y a pas un arrêt de la Cour de cassation marocaine du 13 mars 2012 qui veut qu'en application de l'article 3 du protocole additionnel à la Convention de coopération judiciaire entre la France et le Maroc, il n'y ait plus besoin de l'exéquatur depuis cette date pour tous les actes authentiques français ayant vocation à s'appliquer au Maroc? Effectivement, j'ai eu cet arrêt. D'ailleurs, je me suis défendu avec cet arrêt, avec le conservateur général, pour appliquer mais c'était un seul arrêt. Il y avait des revirements par la suite. Donc on ne voulait pas rentrer dans les détails de revirements de jurisprudence. C'est un seul arrêt qui a prévu ça. Et d'ailleurs, à ma connaissance, il y a un travail qui se fait, on a sensibilisé même le ministère de la Justice, il y a un travail qui se fait au niveau de l'exemption des actes notariés, puisqu'il y a une convention entre le Maroc et la France, 1957 et suivant, d'exemption des actes authentiques de la formalité d'exéquatur. Maintenant, ça s'applique, c'est bizarre. Au niveau des soutiens privés, ça s'applique. Et au niveau des actes authentiques, il y a une position, même avant le conservateur général. On a passé cet acte à la conservation foncière, mais c'était une fois, et un seul arrêt, et puis un autre arrêt qui est venu pour contredire ce qui a été dit. Oui, bonjour, Olivier Lecomte. Dans le cadre de la succession d'un résident marocain de nationalité française ayant fait une profession iuris pour la France, donc vous nous disiez qu'il serait conseillé pour son appartement qu'il détiendrait éventuellement au Maroc de faire un testament au Maroc. C'est bien ça? Alors je reprends. C'est un ressortissant marocain. Oui. Résident en France. Non, résident au Maroc, mais de nationalité française, ayant fait une profession iuris au profit de la loi française. C'est un Marocain déjà, binational. C'est un franco-marocain. Non, franco-marocain. Donc c'est... Alors franco-marocain. Alors au Maroc, il est marocain. Oui, et en France, il est français. Donc même s'il désigne la loi française comme étant applicable, pour ses biens au Maroc, c'est la loi marocaine qui va être appliquée. Alors, est-ce que vous avez une solution pour pouvoir appliquer une répartition égalitaire entre ses enfants? Je ne veux pas faire la promotion de donation et de legs. Oui, non, hormis... Mais, a priori, c'est la plupart de nos clients qui recourent à cette technique. Beaucoup de donations, moins de testaments, même si le testament, il a un effet. Alors si je fais un lait, donc je le fais testamentaire chez un notaire marocain. Oui. Et alors, puisque vous disiez qu'il fallait l'accord de tout le monde pour pouvoir donner à des... Parce que normalement, le lait, ce n'est pas à des héritiers. Vous disiez qu'on pouvait le faire à des héritiers. Donc comment on doit procéder? Alors, imaginons que je vais léguer à un héritier. Oui. En principe, on ne peut pas léguer à un héritier, sauf accord de tous les héritiers. Il y a un petit risque dans ce choix. Pourquoi? Parce que si, par exemple, à ce moment-là, il y a 9 héritiers, et par la suite, après le décès, il y aura un autre héritier qui va être né. Donc attention à ce choix. Parce que l'accord, on l'obtient au moment de la rédaction du testament, et on doit l'obtenir après au moment du décès. C'est ce que je comprends. Alors l'accord, il est transcrit dans l'acte, sauf que l'exécution, elle est faite au moment du décès. Donc, Maître Ibrahim, il est là, je pense, qui est le plus compétent pour en parler de questions de tribunaux, etc. Mais si on veut l'accord des autres héritiers, ils doivent être transcrits dans l'acte. Le risque, comme j'ai dit, le risque dans ce cas, c'est même si j'ai par exemple tous les héritiers qui ont accepté, et que par la suite, il y aura une naissance, un autre héritier qui n'a pas accepté. Et cet autre héritier n'a pas voulu accepter. Est-ce que cette solution que vous me préconisez, elle fonctionnerait également si j'ai un des deux enfants, si le décujus, enfin, la personne est musulmane et qu'un des deux enfants ne l'est pas, ce qui est mon cas en l'occurrence? Ça tombe ou ça maintient? Pardon. Est-ce que je peux léguer aux deux enfants de la même façon alors que j'ai la personne qui donne, enfin qui va tester, qui est musulman et oui, qu'un des deux enfants ne l'est pas? Donc question d'islam pour le legs et pour la donation, ça pose pas de problème. Ok, merci.
Alors, il va falloir qu'on enchaîne sur la deuxième table ronde. Je sais que le thème il est passionnant, mais on risque de déborder sur... On prend deux questions. Alors, une question, deux questions. Bonjour. Moi, je reviens, mais sur une question sur le divorce. Hein. Donc, un couple franco-marocain avec deux actes de mariage, un acte français et un acte marocain. Au cas de divorce, donc c'est le divorce français, est-ce que ça peut jouer sur la transcription pour l'acte marocain ou bien il faut deux divorces, un divorce français et un divorce marocain? La transcription de divorce ou bien de mariage? Non, c'est un divorce, mais avec deux actes de mariage, un acte marocain et un acte français. Et le divorce, quand le couple divorce en France, est-ce qu'on peut faire la transcription avec le divorce français, vu qu'il y a un autre acte marocain, ou bien il faut faire deux divorces, ça veut dire divorcer en France et divorcer au Maroc? Non, je pense qu'il suffit que le divorce français donc, à être transcrit au Maroc. Donc il n'y a pas de problème, parce qu'on discute pas, on a dépassé la discussion d'acte de mariage. D'accord. Et dans la situation divorce. Donc la question de la transcription de divorce. Donc il n'y a pas lieu de le problème de l'acte de mariage. Parce qu'aussi déjà la question est dépassée par un divorce qui est devenu applicable. Voilà. Un seul acte, il suffit bien sûr. Soit que c'est basé sur l'acte de mariage marocain ou bien français. Donc ça revient le même. La procédure, bien sûr, de demander devant l'officier d'état civil au Maroc, se basant bien sûr sur l'article 14 de la Convention bilatérale de 1900, bilatérale, donc c'est en matière de statut personnel. Il a le droit, bien sûr, de demander devant l'officier d'état civil de faire une transcription en marge de l'état civil, bien sûr, donc le divorce français. Sans problème. Complément à ce que dit concernant les actes qui se font, de mariage qui se font devant les mairies ici en France pour les franco-marocains. Alors là, voilà ce qu'il y a deux cas. Ou bien on a deux témoins musulmans qui vont avec les mariés à la mairie. Donc il n'y a pas de problème. L'acte est valable même au Maroc. Malheureusement, il y a pas mal d'administrations au Maroc qui n'acceptent pas cet acte. Ça veut dire qu'elles ont l'habitude de voir les actes de mariage écrits en arabe, alors l'acte ici il est écrit en français. Pas mal. Même là, il y a une circulaire conjointe du ministère de l'Intérieur, de la Justice et du ministre qui s'occupe des Marocains résidant à l'étranger. Quelques administrations qui ne connaissent pas le code de famille ne l'acceptent pas. Mais en général, il est valable. L'acte avec deux témoins musulmans fait devant la mairie est accepté. Alors, le deuxième cas, si on a un acte fait dans la mairie, mais il n'y a pas de témoins musulmans, là, voilà ce qu'on fait. Alors, dans tous les consulats du Maroc en France, il y a deux adouls. Le adoul, bien sûr. Ces adouls, ils sont là-bas. Alors, on ramène l'acte de la mairie devant ces adouls et ils rédigent un acte additif avec deux témoins musulmans qui ont assisté au mariage. Et cet acte est signé par les adultes et par le juge de la famille qui se trouve à l'ambassade du Maroc, ici à Paris. Et il y a un autre juge de famille qui se trouve au consulat général de Lyon, qui s'occupe du sud de la France. Et celui qui se trouve à l'ambassade du Maroc, à Paris, s'occupe des consulats du Nord. Merci. J'ai une question en matière de succession, ça a l'air d'être le thème principal au niveau des questions. C'est l'hypothèse d'une Française non musulmane, mais mariée avec un Marocain ou franco-marocain, lui musulman. En droit marocain, le mariage est valable. Elle décède alors qu'elle résidait au Maroc. Elle n'avait pas fait de professio juris, donc en principe, en vertu du règlement européen, on doit se regarder la loi marocaine et voir si il y a renvoi en vertu de l'article 34 du règlement européen. Alors ma question, est-ce que dans le cas d'une Française non musulmane mais mariée avec un Marocain musulman, on applique la règle de la loi nationale, ou est-ce que dans ce cas-là,
on fait jouer du fait de l'article 2 du Code de la famille un rattachement au droit musulman qui empêcherait ce renvoi. C'est la Française qui décède. Exactement. Elle est non musulmane, mais mariée à un Marocain musulman. Alors, elle a des biens au Maroc. Des deux côtés, voilà, en Oui. France et au Maroc. Alors, il y a une difficulté dans ce cas. Oui. Dans l'article 2, l'application du Code de la famille, chaque fois qu'une des deux parties est dans ces musulmanes. Mais le problème, moi je n'ai jamais eu ce cas, mais le problème qui se pose, si on prend la succession, madame va décéder par exemple au Maroc, c'est une Française, en principe, règlement européen, c'est l'application de la loi marocaine. Alors la loi marocaine, il n'y aura pas de successibilité entre les deux. Bien sûr. Oui. Donc et du coup, je pense, et du coup, c'est le renvoi à la loi française. Pour vous, il y aurait renvoi. Il va accepter le renvoi. D'accord. Je vous remercie. Oui, en complément, je pense que l'article 2 du Code de la famille, il instaurait une règle de conflit interne. Donc, on ne peut pas appliquer l'article 2 du Code de la famille à l'échelle internationale. Donc, c'est une règle conflit interne. Le problème qui s'oppose à ce point, c'est la non-possibilité, bien sûr, de succession entre un musulman et un non-musulman. D'accord? Donc, on applique l'article 18 des DCC marocains. Donc, c'est la loi nationale. Mais le rôle d'ordre public international marocain intervient à ce moment. Donc, la femme décidée non musulman, le mari est musulman, donc il n'y a pas lieu de succession entre ces deux parties.